On revendique le libre choix de chaque agent, chaque citoyen à pouvoir se faire vacciner avec le vaccin qu'il souhaite et au moment où il le souhaite. Rien à foutre. J'enverrai ma lettre de démission. Je ne vais pas me faire vacciner 50 fois en 3 ans. Rien à foutre. Sachez que des patients, ils n'auront pas le droit aux visites de leur famille dès l'instant où ils n'ont pas eu un PCR ou un pass sanitaire en fait. Rien à foutre. À partir du 15 septembre, si vous êtes soignant et que vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus travailler et vous ne serez plus payé. Parmi certains professionnels qui ne souhaitent pas se faire vacciner, certains sont prêts à quitter leur emploi. Je suis pour la liberté du tout à chacun. Qui veut se faire vacciner le fait. Moi, c'est pas mon cas. J'ai le cœur gros. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Pas contre les gens qui se sont fait vacciner, ça c'est leur choix. Mais mon choix à moi, je ne me ferai pas vacciner pour garder un travail. Ça c'est sûr. Voilà. Et comme vous le dites, vous allez perdre votre travail. Et je vais perdre mon travail. Mais moi, j'ai envie de protéger mes enfants parce que ça va être pareil pour mes enfants ensuite derrière. Donc, en fait, on n'est plus libre. Mon message aux Américains non vaccinés est le suivant. Nous avons été patients, mais notre patience a des limites. C'est pas la solution d'obliger. Moi là-bas, je pense qu'il aurait fallu dès le départ qu'on nous mente pas en fait d'où venait ce virus. Et je pense que tout est à la base de tout ça en fait. Dès l'instant qu'on nous a menti au départ, et ben on n'arrive plus à faire confiance en fait. Je vous dis la vérité. L'ancienne ministre de la Santé a donc été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Donc pour la Cour de justice de la République, il y avait des éléments suffisants pour cette mise en examen. Agnès Buzyn qui a passé de longues heures à être entendue. Elle arrivait peu avant 9h ce matin avec un visage plutôt ouvert et la mine confiante. Elle est repartie avec un visage fermé, sans un mot pour les médias. Cette mise en examen intervient après donc cette audition par la Cour de justice de la République qui avait reçu un certain nombre de plaintes, des milliers de plaintes. Elle en a jugé recevable une quinzaine qui concerne donc cette pandémie et cette gestion de la pandémie, notamment par Agnès Buzyn avant qu'elle ne quitte son poste de ministre de la Santé. Des plaintes qui concernent le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de matériel pour les soignants, pas suffisamment de masques pour les populations, et puis tous ces errements autour du fait de porter un masque ou non. Des plaintes qui concernent aussi les clusters qui n'ont pas suffisamment été mis en quarantaine suffisamment tôt. Tous ces éléments, Agnès Buzyn a tenté d'expliquer que tout ce qui pouvait être fait à l'époque avec la connaissance qu'on avait de la maladie et les moyens qu'on avait a été fait. Ça n'a pas été suffisant pour convaincre aujourd'hui. Elle est donc mise en examen ce soir. Plus riche et plus puissante que jamais, forte de ses réseaux d'influence, l'industrie pharmaceutique peut à elle seule décider des politiques de santé des gouvernements. Cette industrie a une puissance comparable à celle d'un État. L'industrie pharmaceutique est si riche et si puissante que son lobbying influence énormément le Congrès et aussi l'Agence du médicament. Des laboratoires sont jugés responsables d'avoir longtemps caché les graves effets addictifs de leurs médicaments. Is the former CEO of Turing Pharmaceutical, who's responsible for hiking the price of at least one drug by 5,000%. Are you going to change the price? No. Martin Shkreli, c'est un épiphénomène qui illustre la cassure d'un système, une financiarisation totale de l'écosystème du médicament. Un financier américain trentenaire, Martin Shkreli, gestionnaire d'un fonds d'investissement spéculatif dans la santé, a racheté les droits du médicament aux États-Unis et fait flamber son prix de 13,50 $ à 750 $. Une augmentation du Daraprime de 5000%. Je manifeste aujourd'hui parce que je suis contre l'obligation vaccinale. Quand on était à la première vague en train de travailler, on n'avait pas de matériel, on n'avait pas de personnel, ça dérangeait personne. Donc moi je suis contre et si en septembre je dois arrêter de travailler, j'arrêterai de travailler. Rien à foutre. Je voudrais que M. Macron il donne les moyens pour qu'il soigne mieux le coronavirus. Rien à foutre. Nous pensons que c'est une atteinte au droit des libertés, au droit de disposer de son corps et de son intégrité physique.
Rien à foutre. C'est le geste que vous avez dû accomplir des centaines de fois l'hiver dernier, une action en fait inefficace dans la lutte contre la grippe A, selon une étude américaine. Rien à foutre. On ne veut pas de la vaccination obligatoire, encore moins pour nos enfants. Il va falloir nous écouter, on ne cédera jamais. C'est une atteinte claire aux libertés individuelles, aux libertés de circuler, aux libertés. Ce sont des mesures liberticides, ce sont des mesures discriminatoires, ce sont des mesures qui nous font entrer dans une sorte de dictature. Qu'attendez-vous? Qu'avez-vous encore besoin de voir? Nous avons été patients, mais notre patience a des limites. Et votre refus a causé tout ça. Tout le monde croit que les législateurs sont les institutions. Que les institutions de l'Union européenne sont la Commission, le Conseil des ministres et le Parlement européen. En réalité, tout cela cache un autre monde. Des gens qui poussent les institutions à rédiger un texte, appuyer une bonne idée, proposer des amendements, peaufiner un texte en fonction des intérêts défendus. Bon nombre de ces conseillers s'appuient aujourd'hui sur leurs anciens contacts. C'est ce qu'on appelle le pantouflage. Par exemple, un ancien homme politique ou un ancien fonctionnaire se fait engager par les mêmes lobbyistes avec lesquels il travaillait lorsqu'il était en poste. C'est de là que vient la corruption. Quand argent, lobbyistes et législateurs se combinent, alors la corruption est inévitable. Un mois après le début de la crise financière d'octobre 2008, José Manuel Barroso a mandaté un groupe de supervision financière indépendant et de haut niveau. Ce groupe devait élaborer des propositions visant à réguler les marchés financiers et trouver une solution à la crise financière et économique. Il se composait de 8 prétendus sages. Jacques de la Rosière, Rainer Massera, Onno Ruding, Otmar Issing, Callum McCarthy, Leszek Balcerowicz, José Pérez Fernandez et Lars Nyberg. En nous renseignant sur l'indépendance de ce groupe, nous avons fait quelques découvertes surprenantes. De la Rosière est co-directeur d'une structure de lobby financier. Massera est en cheville avec Lehman Brothers, Ruding avec Citigroup et Issing avec Goldman Sachs. McCarthy, Nyberg et Balcerowicz sont des professionnels de la dérégulation. Et Pérez Fernandez offre des renseignements sur les marchés financiers aux grandes banques. 3 de ces 8 protagonistes étaient directement liés aux banques américaines qui ont provoqué la crise. Qu'avez-vous encore besoin de voir? Pas un seul de ces sages ne défendait une régulation stricte. Pas un seul n'affichait une réelle indépendance. Et pas un seul ne permit de sortir de la crise financière. On ne retiendra à leur actif que le déversement d'un flot important d'argent vers les banques. Merci. Vous l'avez sans doute appris à l'école, Louis Pasteur a inventé le vaccin contre la rage et la pasteurisation, d'où l'expression a été tirée de son nom. Eh bien, c'est faux, il faut oublier. En vérité, Pasteur était un excellent biologiste, mais il était surtout un génie du plagiat. Ce mensonge et tant d'autres figurent dans l'édifiante histoire des impostures scientifiques de Gilles Harpoutian. Gilles Harpoutian, pour le commun des mortels, la science, c'est la vérité. Mais vous le racontez dans votre livre, à chaque découverte, en fait, il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs, et donc autant de possibilités de fraude. Oui, absolument. Chaque chercheur est tenté de pouvoir s'approprier cette vérité. Il y a une frontière assez ténue entre
l'intuition, la créativité et puis la raison et la réalité expérimentale. Et beaucoup de chercheurs sont tentés, des grands chercheurs comme d'autres beaucoup moins connus sont tentés parfois de franchir cette ligne et d'offrir à tous des découvertes extraordinaires que malheureusement ils n'auront pas réussi à obtenir. Alors vous êtes journaliste, je l'ai dit, scientifique, fondateur du Monde des Sciences, spécialisé dans la vulgarisation scientifique. Prenons le cas de Pasteur. La France en a fait un de ses héros nationaux. Je le disais, j'exagère peut-être un peu, mais c'est partiellement faux en tout cas. Pasteur, en fait, est une légende de l'histoire de France, comme peut l'être Jeanne d'Arc et beaucoup d'autres grandes légendes de l'histoire de France. Ouais. Pour autant, comme toutes les légendes, il y a un aspect très romantique et faux autour de la réalité historique du personnage. Et ce qui est amusant dans le cas de Pasteur, c'est que on a mis 100 ans, les historiens ont mis 100 ans en fait à comprendre la réalité du profil de Pasteur. Et grâce à Pasteur lui-même, en fait, Pasteur a laissé une sorte de testament qui sont ses notes de laboratoire. Il les a laissées à l'Académie des sciences et ces notes sont restées scellées pendant 120 ans. Et à la fin des années 80, les historiens découvrent, médusés, les notes de laboratoire où finalement éclate la vérité, c'est-à-dire que Pasteur en fait n'a pas vraiment inventé le vaccin contre la rage. Ouais. On le savait déjà, mais là ça devient une réalité. C'est signé de la bonne Pasteur. Ouais. On découvre que le vaccin contre le charbon a été usurpé à un grand vétérinaire qui s'appelait Toussaint. On découvre un certain nombre de choses. Bien évidemment, le lait pasteurisé ne vient pas de Pasteur lui-même. Pour autant, Pasteur reste quand même un très grand biologiste et il fait avancer ses disciplines en agrégeant l'ensemble des découvertes de son temps. Et il leur donne une certaine audience, une dimension extraordinaire et grâce à lui, on avance. Les gens ne savent pas ce qu'est l'Union européenne. Ils ne savent pas qui la gouverne, ni comment. Mais ils savent que ce ne sont pas des élus du peuple. Puis, quand ils constatent que les résultats sont médiocres, ils se demandent « La faute à qui ?» sans pouvoir y répondre, puisqu'ils ne savent pas qui sont ces gens. Après 20 années de dérégulation et de libéralisation, l'Europe elle-même était sur le point d'exploser. L'enjeu n'est pas seulement l'Union européenne, mais c'est aussi la démocratie et l'avenir des valeurs qui nous sont chères. Était-ce vraiment cela que nous voulions? L'improbable soutien des Télétubbies à la campagne de vaccination contre le Covid. Les 4 personnages du programme britannique pour enfants lancé à la fin des années 90 affichent leur certificat de vaccination sur les réseaux sociaux. Où l'on apprend au passage que Tinky Winky, Dipsy, Lala et Po sont majeurs et vaccinés donc. Si même eux ont reçu leurs 2 doses, vous n'avez plus d'excuses, peut-on lire dans les commentaires.